Bonjour à toutes et à tous. Alors, la toute première question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi êtes-vous en train de regarder cette capsule de révision plutôt que faire, je ne sais pas, n'importe quoi d'autre? Eh bien, figurez-vous que cette question, c'est déjà une question économique. C'est même le cœur de notre sujet. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les grands principes qui guident les choix des agents économiques. L'objectif, que tout soit clair pour l'examen. Alors, voilà le programme du jour. On va commencer par le problème économique fondamental, ensuite on se penchera sur le calcul du consommateur, puis sur les limites de sa rationalité. Après ça, on basculera du côté du producteur, et enfin, on terminera avec une petite synthèse, l'idéal pour les révisions. Allez, on attaque. Bon, on commence par le commencement, la base de tout. Il faut bien comprendre que toute la science économique, vraiment toute, ne repose en fait que sur un seul et unique conflit. Un conflit que chacun d'entre nous vit absolument tous les jours. Et ce conflit, le voilà. D'un côté, on a nos besoins, nos désirs qui sont, par nature, infinis. On veut toujours plus, toujours mieux. Et de l'autre côté, eh bien, il y a les ressources pour satisfaire ces besoins. Le temps, l'argent, les matières premières. Et ces ressources, elles, sont limitées. Voilà, c'est ça le cœur du problème économique. Ce mot qu'il faut retenir, la rareté. Et donc, la conséquence logique de tout ça, c'est quoi? C'est que cette tension, cette rareté, elle force tous les agents économiques, des individus jusqu'aux plus grandes entreprises, à faire des choix. On ne peut pas tout avoir. Et l'économie, au fond, c'est tout simplement la science qui étudie la manière dont on fait ses choix. Ok, maintenant qu'on a posé les bases, on va s'intéresser au premier grand agent économique, le consommateur. C'est nous, tous les jours. On va voir comment, en théorie, il prend ses décisions pour maximiser sa satisfaction. Alors, le point de départ de la théorie économique classique, c'est une hypothèse très forte, celle de la rationalité. On part du principe que le consommateur est un agent rationnel. Mais qu'est-ce que ça veut dire au juste, rationnel en économie? Ça veut simplement dire qu'il est capable de faire un calcul logique pour obtenir le plus de satisfaction possible, on appelle ça l'utilité, avec les ressources forcément limitées qu'il a à sa disposition. Ce calcul, on peut vraiment se l'imaginer comme une balance. Sur un plateau, on met l'utilité. C'est le plaisir, la satisfaction que le bien ou le service va nous procurer. Et sur l'autre plateau, on met les coûts. Pas seulement le prix, mais tous les coûts nécessaires pour l'obtenir. Justement, pour bien comprendre un de ces coûts qui est un peu plus subtil que le prix, regardez cette image. Posez-vous la question, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas sur cette plage-là, maintenant? La réponse à cette question, c'est un concept absolument central en économie, le coût d'opportunité. C'est la valeur de la meilleure autre option à laquelle on renonce. En choisissant de suivre cette capsule, on renonce au plaisir d'être à la plage. Et inversement, si on était à la plage, son coût ne serait pas juste le prix du maillot de bain, mais aussi et surtout la valeur de ce qu'on aurait pu faire d'autre, comme réviser. Et cet arbitrage, ce fameux calcul, on le fait sans arrêt, sans même s'en rendre compte. Prenons un exemple tout bête, le dîner de ce soir. Option 1, cuisiner des lasagnes. Le coût en temps est élevé, mais la satisfaction, l'utilité est grande. Option 2, commander. Le coût en argent est élevé, mais c'est rapide, et la satisfaction est aussi très haute. Option 3, manger un bol de céréales. Le coût est très faible, en temps comme en argent, mais bon, l'utilité, la satisfaction est assez faible aussi. Voilà, c'est un arbitrage constant entre nos ressources, temps et argent, et notre objectif de satisfaction. Bon, tout ça, c'est la théorie néoclassique. L'agent est un super calculateur, mais attention, il y a un mais. Ce modèle de l'humain parfaitement rationnel, c'est une simplification. La vraie vie, on le sait tous, est bien plus complexe, bien plus humaine. En fait, il faut confronter les deux visions. D'un côté, on a cet homo economicus, l'humain rationnel, qui agit avec une logique parfaite. Et de l'autre, on a l'humain réel, celui qui est influencé par ses émotions, ses erreurs de jugement, la pression sociale. C'est tout le champ de l'économie comportementale qui vient critiquer et enrichir le premier modèle. Par exemple, souvenez-vous au début de la crise du Covid, la ruée sur le papier toilette. Est-ce que c'était le fruit d'un calcul rationnel, coût-bénéfice? Absolument pas. C'était un biais émotionnel, la peur. Nos décisions sont pleines de ça, des biais cognitifs, des erreurs de raisonnement, l'influence des autres. On n'a pas toujours toutes les informations non plus. Et tout ça, ça nous éloigne du modèle de l'agent parfaitement rationnel. Pour aller un peu plus loin dans la compréhension de la satisfaction, il y a un autre concept clé, l'utilité marginale. Le mot marginal en économie, il faut juste le traduire par de l'unité supplémentaire. L'utilité marginale, c'est donc tout simplement la satisfaction que procure la consommation d'une unité de plus. Et ce qui est super intéressant, c'est que cette utilité marginale, la plupart du temps, elle est décroissante. Regardez ce graphique. Le premier dessert, un pur bonheur, utilité de 9 sur 10.
Le deuxième, il est encore bon, mais déjà un peu moins. 5 sur 10. Le troisième, franchement, on commence à être un peu écœuré, l'utilité tombe à 1. C'est ça, la fameuse loi de l'utilité marginale décroissante. En un mot, la satiété. Allez, on a bien vu le consommateur. Maintenant, on change de casquette. On passe de l'autre côté du miroir et on s'intéresse au producteur. Lui aussi, il doit faire des choix face à la rareté. Mais son but ultime n'est pas le même. Parce que si le consommateur cherche à maximiser sa satisfaction, son utilité, le producteur, lui, a un objectif beaucoup plus direct, maximiser son profit. C'est vraiment le moteur de toutes ses décisions. Et pour atteindre cet objectif, son raisonnement est très similaire à celui du consommateur, mais avec d'autres variables. Il va raisonner à la marge. Il se demande, si je produis et vends une unité de plus, combien est-ce que ça me rapporte ? Ça, c'est la recette marginale. Et de l'autre côté, combien ça me coûte de produire cette unité supplémentaire ? Ça, c'est le coût marginal. Et la règle du jeu est hyper simple. Tant que la recette marginale est supérieure au coût marginal, autrement dit, tant que la prochaine unité rapporte plus qu'elle ne coûte à produire, qu'est-ce qu'on fait ? On produit. C'est rentable. Mais, à l'inverse, dès que la situation se retourne, dès que le coût de l'unité supplémentaire dépasse ce qu'elle rapporte, stop, on arrête la production. Pourquoi ? Parce que chaque unité de plus produite à partir de ce point ferait perdre de l'argent à l'entreprise. Le producteur s'arrête donc pile au moment où la recette marginale égale le coût marginal. Ok, on a vu pas mal de choses. C'est le moment de tout rassembler, de faire une synthèse bien propre. C'est la partie la plus importante pour les révisions. Voici les 6 notions vraiment fondamentales à maîtriser. La rationalité, c'est l'idée d'agir logiquement pour atteindre son but. L'utilité, c'est la satisfaction. Le coût d'opportunité, ce à quoi on renonce. Et ensuite, le trio marginal. L'utilité marginale pour le consommateur et le coût marginal et la recette marginale pour le producteur. Franchement, si ces 6 concepts sont maîtrisés, l'essentiel du raisonnement économique est compris. Et pour conclure, une question ouverte. Une question qui anime encore tous les débats en économie aujourd'hui. Si le comportement humain est si souvent irrationnel, influencé par nos émotions, nos biais, alors à quel point les modèles économiques, basés sur la rationalité, peuvent-ils vraiment nous aider à prédire l'avenir ? Réconcilier la belle logique des modèles avec le désordre de la réalité, c'est peut-être le plus grand défi de la science économique actuelle.